En lisant Les funambules de l'oubli de Tamara Lando, j'étais frappée par le fait qu'elle semble travailler dans la pratique analytique avec ce que Françoise Dolto avait déjà repéré en travaillant avec les bébés. C'est-à-dire que la chair, les sens, les perceptions à l'état fœtal sont la fondation refoulée de la vie psychique. Mais Tamara va poursuivre plus loin la voie ouverte par Dolto en explorant l'univers refoulé par la psychanalyse elle-même, d'une activité psychique primordiale. Pour Dolto, ainsi que pour Lacan, le nouveau-né est déjà marqué par une coexistence originaire in utero avec la mère. Pardon ? In utero avec la mère, dont le placenta était source de nourriture et de plaisir. C'est la naissance qui vient briser la coexistence avec le corps de la mère que le nourrisson avait jusqu'alors perçu comme une partie de lui-même et qui inaugure le principe de séparation. Donc pour Dolto, comme pour Lacan, la toute première rencontre n'est pas avec le sein ou n'importe quel objet ou personne, mais avec la perte d'une partie de soi-même. Quand le bébé, en pleurant, réclame la partie de soi perdue, un sein arrive en lieu de son manque. Le sein se donne de l'extérieur, comme un gant retourné, au lieu du placenta enveloppant, première source de la nourriture et du plaisir. Tamara précise que déjà avant la naissance, le placenta, en satisfaisant le besoin de nourriture du fœtus, est aussi le premier objet érotique qui précède la naissance. En travaillant avec des analysants boulimiques anorexiques, Tamara s'est rendu compte que leur transfert était placentaire et qu'il s'adressait à une autre primordiale. Elle nous conduit à rebours vers des vicissitudes insoupçonnées de séparation et de chute, de jouissances et traumas primordiaux qui précèdent la naissance. La mère aussi est impliquée au niveau du corps et de son inconscient dans cette aventure. Son corps envoie des messages sensoriels, même à travers sa voix, qui font partie de leur corps lié. Pendant la grossesse, il y a une topologie spécifique des corps liés qui ne sont pas un seul corps, mais pas deux non plus. Les deux corps sont déjà dans un processus de diffusion et de distinction. Cette topologie fluide de la préhistoire psychique peut gêner des collègues orthodoxes, mais ce n'est pas le propre de la psychanalyse de remonter dans le passé qui était considéré comme préhistoire pour le faire devenir histoire du sujet psychique. N'était-ce pas en ces temps-là un grand scandale que la découverte de l'Édipe des enfants par Freud, et même plus tard les fantasmes schizoparanoïdes du nouveau-né chez Klein? Si Lacan dit que nous sommes nés dans le langage, Dolto souligne que nous sommes nés aussi dans le discours de la chair et de ses sens. Le corps de l'enfant, bien qu'un corps prématuré, n'est pas un objet, matière neutre ou morcelée, à être façonné par notre esprit. On est marqué par une relation intra-utérine avec le corps de la mère qui nous enveloppe, qui est en même temps source de notre plaisir et partie de nous-mêmes, ce sur quoi se fonde notre narcissisme primordial et le sentiment d'exister. L'image inconsciente du corps du fœtus se compose alors de deux corps croisés, une image narcissique et relationnelle en même temps, c'est-à-dire fondée sur un désir sensuel de vivre qui inclut l'autre. Donc le nouveau-né est déjà doté d'une cohésion et une façon de communiquer à travers des codes sensoriels échangés avec sa mère. Des messages sont échangés à travers l'odeur, le toucher, le regard, l'ouïe et surtout la voix de la mère qui introduit le langage. En fait, Dolto parlait aux enfants comme déjà sujets de langage. Le corps de l'enfant n'est pas morcelé, puisque la cohésion de son corps s'est déjà achevée à travers la communication sensuelle et les mots de la mère et des autres qui l'entourent pendant la grossesse. L'image doltoïenne du corps n'appartient pas à un sujet auto-réflexif, mais à l'histoire inconsciente de notre relation libidinale avec les autres, un espace où les langages rencontrent le réel du corps. On peut déduire une homologie entre langage et code sensuel dans la mesure où tous les deux préexistent et habitent le sujet et produisent des connexions symboliques.
Depuis la conception, la vie veut vivre. Elle est fascinante, mais dure, plongée dans les sens, spécialement l'odeur, ainsi que dans le sens, dans l'essence et le sens. C'est ça qu'elle veut préciser. La vie a son langage et sa logique, ses demandes et ses fragilités. Elle est même angoissée par la mort. Dans le livre de Tamara Londos, la mort n'est pas la destruction, l'agressivité, qui est contraire instrument vital de défense, ou désir de faire du mal aux autres ou à soi-même. La pulsion de mort, selon Freud, n'est pas une force active qui veut annihiler l'objet. Bien au contraire, c'est inertie, passivité, la rénonciation à combattre pour vivre. Elle fonctionne plutôt comme une limite, une bride, sous l'activité cohésive d'Eros. C'est la mortification du plaisir. Pour Dolto, elle est du côté du sommeil profond, mais aussi de la jouissance statique et d'un sentiment d'anéantissement par les mains de l'autre. Il semble que les patientes boulimiques anorexiques de Tamara expriment exactement ce mode d'être au monde, comme dominées par la pulsion de mort que le concept d'enclave représente. Cela s'est produit lorsque la mère qui refoule l'existence du fœtus comme séparé de la sienne provoque un enclos qui ne permet pas au fœtus d'être en capacité de communiquer et développer son activité psychique à travers et avec elle. La nouveauté dans la conception de Tamara Londos de la vie psychique intra-utérine n'est pas à propos d'un développement passif et purement biologique, mais à propos d'une intense activité psychique impliquant déjà des formes de séparation, de chagrin et de deuil. Mais la pulsion de mort peut ressembler des forces venant de la puissance du refoulement, c'est-à-dire d'un manque de reconnaissance de l'autre qui bloque la circulation de la libido, du plaisir en d'autres termes. Dolto ne voit pas le travail de la pulsion de mort dans le cannibalisme du fœtus qui se nourrit avec le placenta maternel, comme Mélanie Klein, mais bien au contraire, elle y voit un désir primaire de vivre. Un certain degré d'agressivité n'est pas une prérogative à la pulsion de mort, ceci est requis par la vie elle-même dans le but de subsister à toutes sortes de menaces réelles ou imaginaires au cours de notre existence. La pulsion de vie va au-delà du bon et du mauvais de la moralité humaine. La position éthique de Dolto est de rétablir les choses vers un désir de vivre et de se battre plutôt qu'une apparente paix, un docile renoncement, lequel est plus proche de la mort, d'une enclave solitaire en effet. Sous les fils entre la vie et la mort de ces funambules, Tamara a choisi, après Dolto, de poursuivre sur la pulsion de vie et de l'accueillir dès le début de son développement primordial, avant et après la naissance. Mais cela ne veut pas dire que la vie et le bien en conflit avec la mort laide et mauvaise. La vie à laquelle Dolto se réfère est dure, souvent presque impossible à soutenir. Les pulsions de vie poussent à employer tous les instruments possibles de défense et d'attaque contre la mort, à la fois biologique et psychique, telles que les pulsions orales cannibaliques d'autoconservation ou les pulsions meurtrières de survie. Dans le cas des anorexiques et boulimiques, Tamara pense qu'elles ont renoncé à naître parce qu'elles n'ont pas été attendues, ni avant ni après l'accouchement. Organes éphémères du corps de la mère, leur vie n'est pas reconnue avant la naissance, ni leur subjectivité après. Leur existence est de l'ordre du trauma, dans le sens de ce qui n'est pas attendu. Il faut alors une deuxième naissance de l'enfant, après quoi il va pouvoir reconstruire une image inconsciente du corps, séparé du placenta ou du corps même de la mère. L'auteur nous indique que dans ces transferts placentaires avec les analysantes, il ne faut pas seulement donner l'écoute et le regard pour les faire exister, ce n'est pas assez. Il faut les sentir, il faut exercer tous les sens, les moyens principaux des relations entre mère et fœtus. Pendant la grossesse, les sens, comme moyen de savoir entre la mère et l'enfant, sont sensibilisés à un très haut degré. Il faut donc détecter l'odeur, les couleurs, les gestes de l'analysant pour savoir nous-mêmes qu'elle existe et accueillir aussi son désir d'être regardé et écouté avec attention. Il ne faut pas la laisser glisser dans le froid sidéral, dont la légèreté est soutenable. Ces femmes, dit Tamara, désirent être étoiles, visibles par toute la planète, mais pourtant il faut tomber, sortir du ciel et du cosmos entier que l'intérieur du corps maternel
est pour le fœtus une jouissance insouciante du temps et de l'espace. Tamara dit que naître, c'est tomber dans le temps, qui commence immédiatement à presser, à changer la vie qui te réclame et dans laquelle on peut se perdre. Pour ne pas se perdre et ne pas perdre sa propre image et son poids, il faut un autre qui le permet avec son regard et sa voix. On sort du monde intra-utérin, plein d'un savoir sensuel où les sens structurent l'image inconsciente du corps du fœtus et de la mère. En naissant, on perd les coordonnées des sens acquis pendant la vie intra-utérine, et c'est alors que le regard et la voix des autres, des parents qui l'attendent, l'aident à s'inscrire dans le temps, à vivre dans ses limites et ses bords. Mais à la fin du 6e mois, quelque chose arrive. Le corps du fœtus peut maintenant entendre les voix externes, du père bien sûr, mais aussi la voix externe plus seulement interne de la mère, et il se tait, ne bouge pas ou pas beaucoup. Moment de silence très important, pendant lequel s'est fait la première intrigation symbolique. L'être qui n'est pas encore né est déjà présent, puisqu'il peut entendre non seulement la voix, mais aussi les messages que l'autre lui envoie, de reconnaissance ou de refus. Entre-temps, le fœtus peut élaborer ce qu'il est pour les autres qui sont au dehors. Il y a une logique au dehors, au-delà de la logique de la chair. Celle-ci est une phase de préparation à la naissance, un temps méditatif, pourrait-on dire, si les choses se passent assez bien. Mais cet intervalle qui précède la naissance peut être dangereusement traumatique pour le fœtus, futur boulimique anorexique. C'est pour lui plutôt le temps de l'oubli de son existence. La vie au dehors, avant tout la mère, ne l'appelle pas, personne ne répond à son existence. Il faut se nourrir et produire plus de liquide amniotique et de méconium pour se sentir plein et pouvoir survivre. Les boulimiques restent fixés à ces rapports de dépendance à la nourriture comme l'objet d'attachement originaire à la vie, même plus qu'à la nourriture comme telle. Alice, une petite fille de 2 ans et demi, vient à la Maison Verte avec sa maman, récemment installée pour la première fois à Londres. Elles paraissent ne faire qu'un, car la mère mène leur activité et range à chaque jouet au bout de papier immédiatement après l'usage. Alice ne porte que des longues robes qui l'empêchent de bouger librement et malentendante du fait d'une récurrente infection de l'oreille, ce qui cause une anxiété importante chez sa mère. Une fois, elle était en train de jouer sous le matelas réservé au bébé et Alice regardait un groupe d'enfants qui grimpaient sur un petit escalier, montrant une réjouissance certaine quand ils atteignaient le sommet. Alice ne peut résister. Elle se leva et se dirigea vers l'escalier, mais elle fut stoppée par une autre petite fille qui lui donna un câlin et ne la laissait pas partir. Sa mère lui cria plusieurs fois « Fais-lui un câlin !» Alice était paralysée, ne voulant pas en retour donner un câlin à l'autre enfant. Un accueillant de la Maison Verte demanda doucement depuis une certaine distance « Peut-être étais-tu sur le point de faire autre chose, Alice, plutôt que de faire un câlin à Jeanne. » Ces mots vinrent rompre le sort. Au moment même, la mère arrêta de crier. Jeanne desserra son étreinte et Alice s'effraya un chemin pour atteindre le sommet de l'escalier triomphalement. Elle l'a fait. Elle s'était emparée de son propre corps pour ériger en haut du podium, au lieu de rester paralysée par sa robe terriblement longue, par l'étreinte étouffante de Jeanne et par les mots figeants de sa mère. Alice n'a pas cédé à la sourde inertie que sa mère semblait requérir. Alice a pu rééquérir son manque d'audition grâce à la douce énonciation des mots d'un autre, qui, en adressant sa capacité potentielle à bouger et choisir, a ouvert un nouveau champ sonore pour les oreilles d'Alice. En fait, langage et code sensoriel sont souvent destinés à ne pas s'aligner, hormis dans certains moments privilégiés que Lacan nomme points de capitaux. Je pense que dans ce cas, Alice a expérimenté un de ces points cruciaux où les mots d'un autre se sont alignés avec son sens auditif. Quelque temps après, j'ai appris par la mère qu'Alice n'avait pas développé le goût et le toucher. Par conséquent, elle pouvait difficilement manger et ne toucher personne. Elle n'avait pas développé de relation primaire au monde à travers les sens. La mère, littéralement, l'enveloppait comme le représente le graphique du Thor, c'est-à-dire un territoire clos à l'intérieur d'un autre, sans issue possible. Dolto aimait l'idée d'avoir un miroir placé en haut d'une petite échelle à la Maison Verte pour que les enfants puissent admirer leur triomphe d'avoir grimpé jusqu'en haut.
Cependant, l'expérience du miroir n'est pas toujours heureuse, car les enfants sont confrontés à une image scopique qui ne reflète pas leur propre image inconsciente. Aussi, selon la théorie lacanienne, il y a deux sortes de corps. Un corps visible, c'est l'image déformée du corps en deux dimensions que l'on voit dans le miroir et à laquelle on s'identifie, et le corps invisible, fait de parties sensorielles du corps qui sont exclues par l'image du miroir narcissique. Pour Dolto, ce qui est refoulé à ce moment, c'est le narcissisme archaïque de l'image inconsciente du corps. Dans le cas d'Alice, il n'y avait pas de miroir en haut de l'escalier. Sa jubilation n'est pas atteinte du fait d'une expérience réflexive visuelle, mais d'avoir monté avec succès la cohésion inconsciente de son corps comme séparé de celui de sa mère et reflété dans le regard de l'autre. Son enclave, qui l'a privé de ses propres sens, lui, le toucher et le goût, ne pouvait qu'éclater grâce à l'effet socialisant que la maison verte est censée produire. La semaine suivante, j'ai à peine pu la reconnaître. Alice avait ses cheveux coupés courts, portait un jean moulant avec des baskets. Elle passa toute la session à la maison verte, jouant avec le miroir, admirant extatiquement cette nouvelle image d'elle-même. Avant de pouvoir acquérir une image du corps, Alice avait eu besoin de mots qu'elle pouvait entendre et qui pouvaient offrir de nouveaux éléments et réorganiser une image du corps que une enclave pétale archaïque avait dégénéré plus tard vers un nœud à boucle, le leurre séduisant d'un enclos mère-enfant. Pour Dolto, une relation exclusive à deux corps est une fixation à la plus archaïque image, liée à la survie primaire, telle que respirer, sursauter et tout ce qui résiste au changement. Mais très tôt, le bébé, alors qu'il est absorbé à téter les seins de sa mère, va tourner sa tête pour répondre au sourire des autres personnes. Cela montre que le bébé obtient du plaisir venant des autres, au-delà du besoin de nourriture, au-delà d'exister dans un pur état érotique de n'être qu'avec la mère seulement. Cet état, selon Heidegger, est très proche du monde pauvre des animaux, tel que les tiques absorbés par le suçage du sang. La dynamique du désir est alors reflétée dans une image plus riche, changeante, qui ouvre sur un plaisir partagé avec les autres, qui vont ajouter du sens à ces échanges. Ces détournements de la tête de la mère pour prêter une oreille à d'autres stimulus, et c'est dont nous sommes témoins avec Alice. Les modèles accueillants de la maison verte ont fait appel à son désir d'exister au-delà de l'espace sourd de la mère, lequel tenait Alice étroitement dans une image archaïque statique de son corps qui ne pouvait à peine bouger et entendre les sons les plus éloignés. La maison verte a fonctionné pour elle comme un champ acoustique où sa propre image a acquis ses oreilles manquantes et pu narcissiquement triompher en haut du podium.